Enfin les voilà, sains et saufs. Ouais, félicitations, père. Allez, viens André. Une semaine de retard, mais il est là. Trois mois passés dans les ports d'Afrique, mais enfin aujourd'hui, il est revenu. Merci. Le vois-tu, Mercedes? Monsieur Morel, Oui, mon enfant. le drapeau flotte à mi-mât. Fernand, savez-vous pourquoi? Edmond, mon cher petit, quel bonheur de vous voir. Mais que signifie ce drapeau? Où est le capitaine Leclerc? Nous avons eu une tragédie en mer, monsieur. Le capitaine est mort à Civitavecchia, de fièvre cérébrale. Leclerc? Mort? Mort et inhumé au large. Et la cargaison? Intact, monsieur. Je pense que vous trouverez tout à votre convenance, monsieur Morel. Ah, ce bon Danglars. Après cette terrible mésaventure, qui a pris le commandement, vous ou Danglars? Vous ignorez encore que quelques secondes après que ce bon capitaine ait fini de respirer, monsieur Dantès a pris le commandement, sans consulter les hommes à bord. En tant que capitaine en second, ce devoir m'incombait, monsieur. C'est très bien, mon petit. C'est parfait. Lors d'un décès en mer, toute espèce d'autre chose est sans signification. Mais y a-t-il eu d'autres incidents que vous voulez porter à mon attention? Oui, monsieur, un. Amenez le prisonnier. Cadrousse? Oui, monsieur, il y a 4 jours, aux obsèques, on l'a vu piller des vivres dans le poste d'équipage. Est-ce vrai, Cadrousse? Vous avez donc ajouté un acte de brigandage à vos autres exploits? Si votre tout-puissant monsieur Dantès le dit, c'est que je suis coupable. Faut-il le livrer à la police? On n'enferme pas un homme qui connaît la liberté de la mer. Mais je ne veux pas l'avoir à bord de mon navire. Votre navire, mon ami? Oui, je voulais... Ah, en tant que capitaine, je sais. À ce titre, justement, quels sont vos ordres? Vous êtes libre, Cadrousse. Mais je ne veux plus jamais vous revoir ici. Vous devriez vous méfier de votre générosité, monsieur Dantès. Dieu pourrait en être jaloux. Père, Danglars m'a dit qu'en revenant, le navire avait fait escale à l'île d'Elbe. À l'île d'Elbe? Pourquoi diable? Mes bateaux n'ont pas allé à l'île d'Elbe. Ordre du capitaine, monsieur. Il a été le seul homme à mettre pied à terre. Pourquoi? Est-il possible que cela ait un rapport avec Napoléon? Il n'a pas évoqué le propos de sa visite sur l'île, monsieur. Étrange. Vraiment très étrange. A-t-il laissé des papiers, comme ses dernières volontés, un testament? Sur son lit de mort, monsieur, il m'a donné ceci. Ce pli est sans adresse. Il m'a dit où le remettre, monsieur. J'ai des instructions. Eh bien, l'affaire devrait s'arranger d'elle-même. Edmond! Il n'est pas nécessaire de vous retenir davantage. Allez, mon petit. Une personne bien plus importante que le vieux Morel trépigne d'impatience. Allez. Mercedes! Un autre membre du club. Quel club? Le groupement pour la destruction d'Edmond Dantès. Ça vous plairait, mon cher lieutenant? Chemin tout tracé pour parvenir à votre jolie cousine Mercedes. Ne parlez pas de Mercedes, que vous parlez de votre aîné. Asseyez-vous. Je vous en prie. Et tenez-vous tranquilles tous les deux. Écoutez-moi. Je crois connaître un moyen pour éliminer cet insupportable et encombrant personnage de notre vie à tous. Quel est le sort réservé à un bonapartiste en ces temps plus que troublés, Quoi, Dantès est bonapartiste? En revenant au pays, notre navire s'est arrêté à l'île d'Elbe.
L'île d'Elbe? Le capitaine est descendu à terre et 2 jours après, avant de décéder, il a donné à Dantès une enveloppe. Et alors? Faites marcher votre imagination. On pourrait dire que le capitaine est parti s'entretenir avec Napoléon Bonaparte lui-même et que par conséquent, cette enveloppe contient des ordres secrets. Je propose que nous prenions avantage des possibilités que nous donne cette situation. Aubergiste! Voilà. Une plume, du papier et de l'encre! Oui, tout de suite, monsieur. Edmond, Oui, père. je suis un vieil homme dépourvu de manières et je dois poser une question à Mercedes. Oui, laquelle? Ce jeune lieutenant, votre cousin Fernand Mondego, on m'a dit qu'il vous aimait lui aussi. Fernand Mondego a perdu Mercedes. Ainsi va le monde, père. Non, Fernand est un homme fier et fougueux, à l'espagnol. Je ne tiens pas à ce qu'il t'approche par une nuit sans lune avec son couteau de mort. Ma lame peut se mesurer à tous les poignards du monde. Mais Edmond... Père, l'heure n'est pas aux mauvaises pensées. Nous avons de bonnes nouvelles. Oui, dis-lui maintenant. Non, Mondego, il vaut mieux que vous la rédigiez. Mon écriture est beaucoup trop déliée. Il faut quelque chose d'un peu plus viril. Adressez-la à monsieur le procureur du port de Marseille. Le procureur? Le procureur. Et vous commencez comme cela. Monsieur... Capitaine? Oui, j'ai été nommé capitaine, avec une solde de 100 souverains payés par voyage et un intérêt au bénéfice. Mon enfant, mon enfant. Dis-lui le reste, Edmond. Voilà, père. Avec mon premier argent, je veux vous offrir une maison. Avec un jardin. Oui, un jardin pour planter vos pieds d'alouette, vos roses et vos pois de senteur. Mais qu'est-ce que tu regardes? Rien. Rien du tout. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Alors, lorsque demain je dirai ces mots, le marié embrassera la mariée. Ah non, demain j'ai dit. Demain, après le mariage. Maintenant, l'orgue va reprendre et vous allez la prendre par le bras et remonter doucement la nef jusqu'à la sortie. Allez, faites-le. À ce moment-là, la famille et les amis se tourneront et vous suivront dans la nef. Non, c'est pour demain, monsieur, pas aujourd'hui. Demain, j'ai dit. Et souvenez-vous que vous revenez demain pour le mariage. N'oubliez pas. Demain, j'ai dit. Demain. Capitaine Dantès, C'est moi, monsieur. vous êtes en état d'arrestation. Que signifie tout ceci? Que me reproche-t-on? Edmond! Fernand, mais que se passe-t-il? Écartez-vous! Ne la touchez pas! Alors, laissez-la tranquille! Ah. Vous êtes le second de l'Argus? Oui, monsieur le procureur. Vous ne paraissez pas être vêtu pour une conspiration. Une conspiration? On m'a arrêté à la répétition de mon mariage. Demain, je dois me marier. Avez-vous déjà servi sous l'usurpateur Bonaparte? 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 Mais enfin, monsieur, je ne... On rapporte que vos affinités politiques sont extrémistes. Quelles affinités? Monsieur de Villefort, tout ce que je connais, c'est mon travail. J'aime la mère. J'aime ma fiancée, j'aime mon père. Telles sont mes affinités. Si elles sont politiques, alors elles sont ainsi que vous le dites, extrémistes. Je vous crois. Est-ce que vous identifiez cette écriture? Non, monsieur. En êtes-vous sûr? Est-ce la vérité? Non, monsieur. Est-ce que votre capitaine vous a remis une enveloppe? Oui, monsieur. Où est-elle? Je la garde sur moi. Donnez-la moi. J'ai donné ma parole. Je vous ordonne au nom du roi de me la remettre. Au nom de Sa Majesté. Bien sûr.
Que dit cette lettre, monsieur? Si vous aviez eu connaissance du contenu de cette lettre, vous ne l'auriez pas gardée sur votre personne. Vous auriez nié en avoir eu connaissance lorsque je vous l'ai demandé. Le fait que vous me l'ayez remise indique clairement votre innocence de toute complicité dans cette affaire. Alors, s'il est vrai que je suis innocent, monsieur... Repartez auprès de votre fiancé. Dieu vous bénisse, monsieur de Villefort. Un instant. Oui, monsieur. Je ne vois pas d'adresse sur l'enveloppe. On m'a dit où et quand je devais la porter. Quand? Ce soir, monsieur. À quelle adresse? 15 avenue Montaigne. À une personne en particulier? Oui, monsieur, à un monsieur Noirtier. Quel nom avez-vous dit, monsieur? François de Noirtier. Est-ce tout, monsieur? Puis-je... Non, j'ai encore quelques questions. Connaissez-vous cette personne, ce Noirtier? Non, monsieur. Avez-vous révélé ce nom dans votre entourage? À personne, à part vous, monsieur. Bien. Je suis désolé, monsieur, mais je ne puis vous laisser partir. Mais pourquoi, monsieur? Votre arrestation a un motif politique. Je dois vous garder à vue toute la nuit, conformément à la loi en vigueur. Vous serez relaxé demain matin, je vous le garantis. En réalité, la principale charge retenue contre vous est cette lettre. Sans la lettre, il n'existe aucune preuve contre vous. Pas la moindre. Monsieur de Villefort, vous êtes un homme bon. Écoutez-moi attentivement. Si jamais qui que ce soit vous interroge, ne dites pas un mot à propos de cette lettre. Non, monsieur, je ne dirai rien. Et vous n'avez jamais entendu parler de Noirtier? Jamais. Splendide. On va vous conduire au palais de justice juste pour la nuit, ne vous inquiétez pas. C'est une simple formalité. Emmenez-le. Noirtier, Noirtier. Faut-il que ce nom me poursuive comme un démon jusqu'à ma tombe? Pardon, monsieur. Ça n'est pas le chemin du palais de... Monsieur, pour l'amour du ciel, où m'emmenez-vous? Pour l'amour du ciel, moi je vais vous donner un bon conseil. Taisez-vous. Mais monsieur de Villefort m'a dit que nous Un devions jeune homme aller... doit toujours suivre les bons conseils. Bonsoir, monsieur Noirtier. Par le diable. Vous attendiez un messager? Mais pas vous, c'est impossible. Moi, non. Non. Pour vous résumer la situation, votre messager a été intercepté, père. Et le message? Détruit. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Le papier a été détruit, le message est clairement inscrit ici sous forme de date, de nom, de lieu précis. Tous les détails du projet de fuite de l'île d'Elbe de votre précieux petit empereur. Je n'ai en fait aucune intention de vous les donner. Quelle joie de vous voir, mon fils. Quelle joie de vous voir, mon père. Je sais que vous êtes incapable de trahir vos camarades, mais vous le ferez quand même si vous tentez d'ignorer certains de mes conseils, car je vous jure sur mon honneur que je révélerai leur nom à votre place. Toujours cet air de démon hypocrite. Cet égoïsme de petite bête. Je regrette, mais vous avez été mon embarras secret depuis le commencement de ma carrière. Mon propre père, un partisan de Napoléon. J'ai vécu avec la peur de cette découverte assez longtemps, cela suffit. Votre rôle insensé dans cette folle cause est arrivé à sa fin. À partir d'aujourd'hui, vous serez sous ma surveillance, en permanence. D'ailleurs, vous partez avec moi pour Paris ce soir. Pour Paris? Oui, il semble que j'ai des nouvelles pour Sa Majesté et son gouvernement. Rassurez-vous tout de suite. Je ne mentionnerai aucun des noms de vos amis impliqués dans cette évasion. Uniquement des faits. Cela devrait suffire, je crois, à étonner la bureaucratie parisienne et à m'attirer l'attention de Sa Majesté elle-même. Vous serez sous peu le père d'un monsieur très important. Vous devriez vous en réjouir, non ?
m'emmènerez pas là-bas. Où suis-je? Dites-moi où je suis. Mon ami, vous voilà résident du château d'If. Mais c'est sûrement une erreur. On devait me conduire au palais de justice, sur l'ordre de Monsieur de Villefort, qu'on aille chercher Monsieur de Villefort. Vous voulez pas que j'envoie chercher le roi ou la reine, non? Oh, revenez, écoutez-moi. Monsieur de Villefort est mon ami. Vous allez le mettre très en colère. Revenez. Prenez au moins une lettre. Pour ma femme. Mais qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Petit déjeuner. Écoutez-moi un instant. Juste un instant. Dites-moi, quand pourrais-je voir le gouverneur? Un de ces jours. Un de ces jours? Mais je dois être relâché aujourd'hui. Ce sont les ordres de Monsieur de Villefort. Et qui c'est ce Monsieur de Villefort? Mercedes. Déjeunerons-nous, monsieur? Ou sommes-nous prêts à jeûner encore un jour? Attendez. Attendez. Oh, le vilain petit estomac qui retourne le cœur le mieux accroché. Allez, allez.
Vous êtes un prisonnier? Vous m'entendez? Qui êtes-vous? Edmond Dantès. Pourquoi êtes-vous ici? On a dit que j'étais bonapartiste. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Je n'en sais rien. J'ai été emprisonné le 28 février 1815. 10 ans. Et vous, depuis combien de temps? Je vais pousser la pierre de votre côté. Je suis l'abbé Faria. Je suis né en Italie, consacré prêtre en Italie. On m'a enfermé ici en l'an 1810. 15 ans. La glorieuse sagesse du monde politique, monsieur Dantès. Vous êtes là parce qu'on a dit que vous étiez pour Bonaparte. On m'a emprisonné parce que j'étais contre lui. Il y a 5 ans, j'ai dressé mes plans pour m'échapper. Mes calculs ont duré plus d'1 an, la réalisation des outils encore près d'1 année, et puis j'ai creusé pendant 3 ans. 3 ans. Et je n'avais à ma disposition qu'un seul instrument, celui-là. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'il était entaché d'imprécision. J'ai pris ce mur pour le mur extérieur de la prison. J'ai calculé sur la base de 40 degrés au lieu de 50. Vous creusiez pour atteindre le mur extérieur? Venez avec moi. Mon maillet, le burin. Où les avez-vous trouvés? Je les ai fabriqués.
Qu'est-ce que c'est? En termes simples, cela veut juste dire qu'il est exactement 12h15. Une horloge? Horloge, calendrier, table astronomique. Tenez, j'ai quelque chose à vous montrer. C'est mal. Regardez. Regardez. C'est mon aiguille. Faite avec une arête de poisson. Et c'est comme mon burin, fait avec l'une des ferrures de mon lit. Comme mes tenailles, vous voyez. Et mon couteau. Et ma lampe. Une lampe a besoin d'huile? Que j'ai obtenue avec le gras, de la viande, qu'ils nous donnent les jours fériés. Comment allumez-vous la lampe? Je me plains de démangeaisons cutanées. Il m'arrive parfois de demander du soufre pour soulager la douleur. Avec ce soufre, je refais mon allumette dès qu'il est usé. Tout ceci pour un tunnel qui constituait mon espoir de salut. Je devrais dire mon espoir défunt. 5 années passées à creuser un tunnel qui ne conduit pas à la liberté, mais vers la cellule d'un autre prisonnier. Seigneur. Abbé Faria, écoutez. Votre tunnel suit la même direction que la galerie extérieure. Oui. Le mur extérieur est ici. Je peux l'apercevoir de ma fenêtre. Oui. La moitié du tunnel est dans la bonne direction. À partir du point central, nous tournons. Vous dites 50 degrés, je dirais 2 points de plus, nord-nord-est. Et on creuse sur environ 100 mètres vers le mur extérieur. La moitié de mon tunnel va dans la bonne direction. Ça prendra combien de temps? À nous deux, environ 4 ans. Et pendant que nous travaillons, m'apprendrez-vous toutes les choses que vous savez? Oui. Les mathématiques, la théologie, la philosophie, et en plus les langues vivantes et les langues mortes. L'histoire du monde. Oh, je remercie le Seigneur Tout-Puissant. Je vais pouvoir enseigner une fois encore. Oh. Edmond, pour la leçon de logique philosophique d'aujourd'hui, faisons marcher notre cerveau dans le sens de la réflexion déductrice sur l'affaire d'Edmond Dantès. Tout d'abord, à qui aurait bien pu profiter votre emprisonnement, votre disparition? Réfléchissez. Vous étiez sur le point d'être nommé capitaine de l'Argus. À qui ce poste serait-il allé si vous aviez brusquement disparu? Danglars. Premier point. Vers qui se serait tourné Mercédès si Edmond Dantès disparaissait de la surface de la Terre? Mondego. Deuxième point. Une nuit, vous avez vu Danglars et Mondego dans un café en train d'écrire. Avec... Caderousse. Pourrait-il avoir écrit la lettre qui vous accusait, ces 3 lascars? Danglars. Mondego. Caderousse. Vous avez été entendu par le procureur du port, qui était très sympathique. Il a brûlé la lettre qui était adressée à un certain Noirtier. Noirtier, j'ai connu une personne qui portait ce nom à la cour de la reine d'Étrurie, un ardent disciple de Napoléon. Edmond, comment s'appelait votre procureur déjà? De Villefort. Ah! Mais qu'est-ce que j'ai dit? Vous venez à l'instant de dénouer le mystère.
Mon ami à la cour d'Étrurie, le plus ardent bonapartiste que j'ai jamais connu, cet homme s'appelait Noirtier de Villefort. Son frère? Non, il avait mon âge. Son père? Je suppose que oui. Son propre père, un bonapartiste. C'est pour cela qu'il a détruit votre lettre. Et moi? Et vous? Danglars, Mondégro. Parfois, je regrette de l'avoir aidé à découvrir la vérité. Je lis trop de choses sur son visage qu'on ne voyait pas auparavant. Danglars, Mondégro. La vengeance appartient au Seigneur, Edmond. Détournez-vous de ces pensées impies avant qu'elles ne vous détruisent. Cadros, Villefort, Danglars. Edmond! Edmond! Dieu du ciel, que se passe-t-il? Edmond, je suis malade. Je me meurs. Vous devez vivre. Je finirai le tunnel sans vous. Edmond, vous devez terminer le tunnel et vous échapper pour trouver le trésor. Le trésor? Qu'est-ce que c'est? Une carte? Et de l'île de Monte Cristo. Ceci est la carte perdue de Cesare Spada, à la mort duquel, en 1498, a disparu l'un des plus grands trésors de ce monde. Cette fortune est ensevelie sur l'île de Monte Cristo depuis maintenant plus de 3 siècles. Oh, Edmond, je voulais que nous trouvions ce trésor ensemble. Mais il vous faudra le trouver seul. Faites des actions charitables avec ce trésor. Dépensez cette fortune que Dieu a amassée un jour à votre intention de façon bonne et pieuse. Edmond, il faut vous échapper et trouver ce trésor. Ma profession m'a interdit de me marier. Alors, vous êtes mon fils, le fils de ma captivité. Faites ces œuvres de bonté et de sainteté en mémoire de moi. Mais qu'est-ce que ce trésor pour moi? Mon vrai trésor est ici. C'est à vous que je dois ma vraie richesse. Petit déjeuner.
il est bien mort, ce vieil illuminé. Je vais chercher le sac. Bon, allez, on terminera ça plus tard. T'arrives? est à moitié mort. Non, il est à moitié vivant. Réveille-toi, vieillard. Et comment tu sais qu'il est vieux? Ah, regarde-le. Où est-ce que je suis? À bord d'un bon navire, le Ligorno, au large de la Corse. Et c'est moi le capitaine. Bertuccio, c'est comme ça que je m'appelle. Lui, c'est mon second, Jacopo. Alors, toi, qui es-tu? Hein? Comment est-ce que tu t'appelles? Vous allez où? À l'île de Riom. Les deux courants supérieurs devraient nous y conduire en 2 heures. Tu connais bien ces eaux, hein? Bertuccio, Jacopo, que font 2 marins italiens si loin de leur patrie? Ah, je suis sûr que t'as déjà deviné.
Comment marche la contrebande ces temps-ci? Bah, effroyable. Il nous faut un bon navigateur. Un navigateur qui sache trouver son chemin dans cette jungle. Qu'est-ce que t'en dis? Tu fais équipe avec nous? Hein? Alors dis-moi. Et toi, qui es-tu? Comment est-ce que tu t'appelles? D'où est-ce que tu viens comme ça? Il n'y a pas eu de naufrage, il n'y a pas eu de tempête. Ah, le canon du château d'If. Oui. C'est pour toi. Jacopo, sur ce bateau, on ne s'est jamais mêlé des affaires des autres. T'as les dents d'un homme encore jeune. Quel âge as-tu? Nous sommes en 1829. C'est ça? Bien sûr. Alors je viens d'avoir 33 ans. Et je fêterai mes 34 ans uniquement grâce à vous, mes bons amis. Hein? Le prêtre? Ouais, il était là. Et alors? Mercedes s'est mariée. Avec Mondego? Avec Fernand Mondego. Et puis quoi d'autre? Dis-moi! Écoute, je sais pas pourquoi c'est moi qui dois le dire. Ton père est mort. Edmond, ce que j'ai à te dire est dur à entendre. Il est mort de faim. Démuni de tout, comme un miséreux. Danglars, Mondego, Cadros, Villefort. Grâce à Dieu, j'ai rencontré 2 contrebandiers qui m'ont ramené à la vie. Ils sont devenus mes amis, ayant confiance en moi, ne posant aucune question. Jusqu'au jour où je fus suffisamment fort pour tenir ma promesse auprès de l'abbé Faria. La fortune entière de Spada est ensevelie sur l'île de Monte Cristo depuis maintenant 3 siècles et demi. Je voulais que nous trouvions ce trésor ensemble, mais vous devrez le trouver seul. Faites-en des actions charitables. Dépensez cette fortune que Dieu a amassée à votre intention d'une façon bonne et pieuse. Étais-je en train de reprendre à mon compte les lubies d'un vieux fou chéri? En venant sur l'île de Monte Cristo, est-ce que je conduisais simplement l'âme de l'abbé au repos éternel? Ou bien y avait-il dans mon cœur le moindre espoir que cette carte soit véritablement la promesse d'un arc-en-ciel?
cher prêtre, cher saint, je te promets par Dieu auquel depuis si longtemps j'avais renoncé, je te promets que nous bâtirons ces hôpitaux qui hébergeront les orphelins. Je te promets qu'un flot de bonnes choses verra le jour dans les lieux abandonnés de notre terre, en ton saint nom que je bénis. Je te promets à toi, Edmond Dantès, emprisonné au commencement de sa vie, banni du monde pendant 14 années. Je te promets à toi, Edmond Dantès, que tu sauras prendre ta revanche. Jacopo! Bertuccio! Le monde est à moi! Jacopo! Bertuccio! Il avait dit qu'il serait là au quart. Oui, c'est cela, baron Danglars. Ah, quel panache! Il achète le plus beau de tous les châteaux du pays de France. Quelle prodigalité, il dépense. Seigneur Dieu, comme il dépense. Quel mystère. Et toutes ces rumeurs sur ce harem en haut de son château, ces bruits sur une flotte de bateaux pirates qui écumeraient la Méditerranée. Comment a-t-il contacté la banque? Eh bien, j'étais approché par son émissaire. Un homme assez rude, avec une horrible cicatrice. Typique. Un émissaire avec une cicatrice. Il a toute la panoplie exotique. Le mystère s'attache à lui comme le scandale. Quelle aura de légende il a répandu tout autour de l'Europe ces 5 dernières années. Son réseau de renseignements avec des tentacules tout autour du monde. Toute une armée d'agents qui sans arrêt cherchent quoi? Voulez-vous me le dire? Et ce pacha du mystère, ce mécène venu de nulle part, a décidé de venir me voir. À quelle heure ai-je rendez-vous avec le procureur? Pas avant 11h, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Le comte de Monte Cristo. Faites entrer! Mon cher comte, je suis le baron Danglars. Asseyez-vous, monsieur le comte. Baron Danglars. J'étais venu à Paris avec l'intention d'y résider 1 mois. Je viens de décider d'y rester encore 2 ou 3. Paris sera vraiment très honoré. Je sortais l'argent de ma propre cassette, mais je désire maintenant ouvrir un compte dans votre établissement. Comme dépôt d'ouverture de compte, 5 millions seront-ils suffisants? Parfait. Quel pouvoir ont ces morceaux de papier, mon cher baron? Une merveille comme toute création humaine, y compris la poésie, la musique, la peinture. Manier l'argent proprement est aussi un art. Oui. 5. Monsieur, je prendrai... Voyez avec mon personnel, je vous prie. Merci. Monsieur le comte. Je suis très impressionné par votre Imhotep, joli spécimen. Mon Imhotep. Ah oui, et celui-ci, monsieur? Un faux très bien reproduit. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Peut-on vous rendre un service qui vous serait profitable ou qui pourrait vous être agréable? Eh bien, oui, baron. Tout ce que monsieur le comte de Monte Cristo peut désirer. Voilà, je réside à la campagne. Oui, je sais. Mais pour des raisons pratiques, j'ai pris un appartement sur les Champs-Élysées. On m'a informé qu'il y avait des vols dans le voisinage. Pour avoir la protection de la police, que me faut-il faire? Et tous les papiers concernant cette affaire devront être consignés au procureur du roi. Tout de suite, monsieur de Villefort. Merci.
Le baron Danglars. Vous êtes en retard, mon cher. Mon cher de Villefort, j'ai l'honneur de vous présenter le comte de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo. Très cher comte, soyez le bienvenu chez moi. Monsieur, je vous en prie. J'espère que je ne vous dérange pas dans vos affaires. Me déranger, allons donc, une affaire mineure. Déjà pratiquement réglée. Sans doute avez-vous entendu parler de cet égorgeur, Jacques Benoît, qui a tué le frère du sénateur Gallimard. Oui. Le jugement a été rendu? Oui, certes, la guillotine. Si un homme torture à mort votre frère, votre fils, ou votre père, ou qu'il tue l'un de ces êtres dont l'absence vous laisse un vide éternel, et vous laisse une blessure ouverte lorsqu'on les soustrait à votre tendresse, croyez-vous que la société vous ait donné réparation suffisante parce que la lame de la guillotine est passée entre le trapèze et l'occiput de l'assassin? Parce que l'homme qui vous a causé une incommensurable souffrance a enduré quelques secondes de douleur physique. Mon cher comte, êtes-vous en train de suggérer la méthode médiévale? La torture? Je ne fais que suggérer la solution divine. Oui, œil pour œil. Oui. Oui, sans doute. Vraiment très intéressant. Lorsque le comte m'a fait savoir qu'il désirait la protection de la police pour sa résidence, j'ai pris la liberté de... Cette maison est au service du comte de Monte Cristo. Nous pouvons poster des policiers dans les 2 rues de votre résidence, devant et derrière, aussi nombreux que vous le désirerez. Monsieur de Villefort, vous êtes trop généreux. Mais Paris doit faire de son mieux pour honorer ses visiteurs. Père, vous avez promis de venir voir grand-père ce matin. La matinée est à moitié passée, il s'impatiente. Bonjour, monsieur Danglars. Bonjour, monsieur. Alors, quand viendrez-vous? Il doit manger et dormir. Depuis quand recevez-vous de tels visiteurs, père? Ce monsieur n'a l'air ni d'un criminel ni d'un avocat. J'ai bien peur que ma fille n'ait la langue un peu trop bien pendue et ne soit légèrement mal élevée. Pardonnez-lui. Père! Valentine, j'ai l'honneur de te présenter le comte de Monte Cristo. Monte Cristo? Oh, monsieur, je vais faire envie à toutes les filles de Paris. Mais ce que l'on dit est juste, vous êtes très beau. Êtes-vous aussi riche qu'on le dit, monsieur? Riche d'expérience, mademoiselle, riche d'années. Et je m'enrichis en ce moment dans mon appréciation de la beauté de Paris. Êtes-vous libre, monsieur? Si je suis... Alors faites-moi la faveur de venir voir mon grand-père. Valentine, veux-tu arrêter ces sottises? Cela illuminera sa vie pour bien longtemps. Mademoiselle, c'est un honneur pour moi. Le comte de Monte Cristo. C'est extraordinaire. Mais comment êtes-vous parvenu à me l'amener ici? Eh bien, franchement parler, ça n'a pas été si simple. Grand-père, je vous amène le comte de Monte Cristo. Vous voyez à quel point je suis influente. C'est l'homme que tout Paris rêve de rencontrer et je vous l'amène dans votre chambre. Monsieur le comte, mon grand-père, monsieur de Noirtier de Villefort. Très honoré. Mon grand-père est paralysé, monsieur. Une vieille blessure d'Austerlitz. Il ne peut parler qu'avec ses yeux. Que voulez-vous, grand-père? Un peu d'eau? Un autre oreiller? E, F, G, H, I, J, K, L? L, Barrois, il veut ses lunettes. Il est heureux de vous connaître, n'est-ce pas, grand-père? De quel autre langage aurions-nous besoin? Barrois, est-ce l'heure de son repas? Mon grand-père est prisonnier de son corps, monsieur, mais sa volonté est comme son esprit, inébranlable. Il possède ce dont peu d'hommes peuvent se targuer. La dévotion d'un être tendrement chéri. C'est un être solitaire qui parle? Monsieur Albert est ici, mademoiselle. Albert? Oh, monsieur, excusez-moi. Je reviens dans un instant. Vous m'excuserez de vous regarder avec insistance. Mais il est rare qu'un homme puisse ainsi contempler l'objet de sa vengeance. Ne cherchez pas d'explication, monsieur. C'est à mon tour de vous laisser avec un mystère. Jusqu'au jour où je m'en expliquerai avec votre fils.
Monsieur le comte, puis-je vous présenter Albert Mondego? Monsieur, c'est un grand honneur. L'honneur est pour moi. Tout Paris parle de vous, monsieur. Bonjour, monsieur. Tout Paris rêve de serrer la main du mystérieux étranger, et je le fais. À force de la serrer, vous allez lui décoller la main du bras. Toute la ville brûle, monsieur, en parlant sans cesse et sans répit du comte de Monte Cristo. Albert, Et mon père, monsieur. Même mon père s'est pris au jeu. Et il dit que vous êtes oriental et vous avoir rencontré en Turquie. C'est que mon père a été ambassadeur au royaume de Yadinar. Sans doute vous a-t-on parlé de mon père, le comte de Mondego. Qui pourrait ne pas connaître le grand général Fernand Mondego? Un homme que j'ai toujours voulu connaître. Mon cher comte, c'est moi le père d'Albert. Mon général? Mon fils m'a surpris. J'ignorais qu'il avait atteint un tel rang dans l'échelle sociale. C'est surtout moi qui gravis les échelons, monsieur. Qui ignorerait les exploits sur les champs de bataille du général Mondego? Mon cher comte. Monsieur le comte, puis-je vous présenter ma mère, la comtesse de Mondego? Ah, monsieur, mon fils est encore un enfant qui joue à des jeux enfantins. Il dit que nous avons un visiteur et il refuse de me dire son nom. Il dit que je vais être étonnamment surprise. Nous sommes-nous vus auparavant, monsieur? Dites-moi à qui j'ai l'honneur de m'adresser. Votre serviteur, le comte de Monte Cristo. Tu l'as rencontrée? Elle t'a reconnu? Elle pense qu'elle me connaît. Mais elle refuse de croire ce qu'elle pense. Et quand elle le croira vraiment? Il sera trop tard, princesse. Nous allons nous mouvoir comme l'épée du Seigneur avec une terrible rapidité. Tu l'aimes encore? Non. A-t-elle de l'influence sur toi? Peut-elle te dissuader? Réponds-moi, je t'en prie. Aucun pouvoir au monde ne réussirait à le faire. Ni ange ni démon n'empêcherait ma vengeance. Bien, monseigneur, bien. Et n'oublie pas, ta vengeance est ma vengeance. Allez, les papiers de Mondego. De Villefort? Il n'y a plus qu'à attendre des nouvelles du docteur. Danglars? Nous avons tous les documents, maître. Bon. Le public voit Villefort comme un père très aimant, un fils dévoué et un fidèle gardien de la loi. Danglars comme un fin sorcier de la finance, le conseiller des grandes fortunes, le lion qui garde les richesses du pays. Mondego, le grand héros de la guerre, le favori des boulevards, appelé affectueusement le Pan grâce à ses hautes décorations. Eh bien, nous savons que Villefort est un vautour, Danglars un porc, et Mondego une hyène. Mais nous sommes enfin prêts à aller à la chasse. Bien, très bien. Le poignet, le poignet. Bien. Parfait. Vous êtes le maître maintenant, et moi l'apprenti. Repose cela.
Il nous a fallu du temps pour te retrouver. Oui, c'est jamais facile. Il y a 6 ans, tu as été condamné aux galères pour avoir fait de la contrebande. Tu t'es échappé des galères, repris, condamné aux galères à vie, tu t'es échappé encore. Continuez. Je me trouve assez fascinant. Tu avais été contrebandier, voleur, détourneur de fonds et probablement un assassin. Au cours de ces années, tu as appris à parler un parfait italien. Perfetto, signore. Alors maintenant, tu es Andrea, comte de Cavalcanti. C'est vrai. Tu es le fils du major Bartolomeo de Cavalcanti, descendant des Cavalcanti qui figurent au livre d'or de la ville de Florence. Tu es vraiment très riche. Oui. Je dépense énormément, bien entendu. Bien entendu. Tu habiteras les appartements que j'ai choisis pour toi sur le faubourg. Tu auras 3 serviteurs et tu prendras une voiture. Va chez Baptiste pour cela, les chevaux chez Deveux. Tu vas faire la cour à une belle jeune fille. Je veux que ce soit fait avec faste. Pour les semaines à venir, lorsque tu ne seras pas avec elle, je désire que l'on te voie partout avec moi. Ah, le comte accompagne le comte. Précisément. Alors, comment est-ce que tu t'appelles? Le comte de Cavalcanti. Le comte de Monte Cristo. Enfin, vous voilà, je suis si heureux de vous voir, monsieur le comte. Puis-je vous présenter mon ami, le comte de Cavalcanti, que vous avez eu la bonté de convier à cette soirée? Monsieur. Comme tous les amis du comte de Monte Cristo. Puis-je vous présenter ma fille, Valentine? Mademoiselle. Monsieur le comte. Ah oui, Cavalcanti est à Paris pour des affaires familiales. Et il a oublié sa femme en Italie? Non, il n'est pas marié. Vous le connaissez depuis longtemps? À peine quelques jours, il est venu me voir avec des lettres d'introduction de mes courtiers de Rome. Je connais sa famille, c'est évident. Toute l'Italie sait que les Cavalcanti étaient riches quand les Médicis n'étaient que des paysans attardés. C'est à peine si j'ose vous le dire, mais il me serait profondément agréable de... Reste à espérer que son fiancé ne se sentira pas repoussé. Mais ma fille n'a pas de fiancé. N'est-elle pas fiancée à Albert Mondego? Pas du tout, c'est un ami d'enfance. Ah, mon cher comte. 2 affaires ce matin, baron. La première à propos du journal du Globe. On me dit qu'il est à vendre, c'est un rêve que j'ai toujours voulu m'offrir. Prenez les mesures pour son rachat. Très bien, mais j'approuve. Tout homme d'affaires devrait posséder un journal. La deuxième, je veux me procurer des bons du gouvernement espagnol. Pour la somme de combien, monsieur? 1 million. De bons espagnols. L'achat peut-il être effectué immédiatement? Oui, monsieur le comte. Et avec discrétion. Avec la plus grande discrétion. Il ne serait pas bon que qui que ce soit me suive sur le marché. Je suis un amateur, pas un investisseur. Bonne journée, baron. Demain, je pars en voyage d'affaires pour Londres. Saluez de ma part cette ville étonnante. Quoique la gastronomie ne soit pas le fort des Anglais. Il y a des endroits où, comme nous le savons, mon cher baron, l'argent peut tout acheter. Tout. Girard! Girard! Passez un ordre d'achat pour 1 million de bons espagnols pour le comte de Monte Cristo. Espagnol? Et pour moi, sur mon compte privé, 1 million aussi. Baron, les bons espagnols... Quand Monte Cristo est prêt à prendre, je prends. Avez-vous oublié le résultat lorsque nous l'avons suivi la dernière fois? Est-ce qu'il sait que vous... Contactez vos meilleurs courtiers en valeur, monsieur. Vous informerez Delidia et Bolfia que la maison Danglars recommande de gros investissements en bons espagnols. Eh bien, faites. Faites. Comte de Monte Cristo.
C'est votre station de sémaphore? La mienne, non, c'est moi qui l'utilise. Je le fais depuis nombre d'années, mais j'ai jamais eu le moindre visiteur. Comment cela marche-t-il? Il y en a une autre, là-bas à l'horizon. C'est mon correspondant à main droite, et là, le correspondant à main gauche. Quand je reçois un message, de ma droite, je le transmets à ma gauche. Comme ça, les messages arrivant d'Espagne sont transmis jusqu'à la ville de Paris en l'affaire de quelques heures. Un miracle du monde moderne. 3000 francs. 5 années de paye si vous relayez ce message à Paris. Mais c'est pas officiel. C'est insultant, monsieur. C'est une insulte. Impossible! Si, ça vient du service officiel du télégraphe, monsieur. Le roi Don Carlos a envahi l'Espagne par la frontière de la Catalogne. Le pays est en état de guerre civile. Que va-t-il arriver au bon espagnol? Si je peux faire une suggestion. Oh oui, suggérez. Une vente rapide. La plus rapide sera le mieux. Oui, c'est ça. Vendez tout de suite. Dès le début des transactions, monsieur. Ma réputation, la réputation de la banque. J'ai investi les actions de mes clients dans une guerre civile, dans un cataclysme. Me restera-t-il un seul client demain? Oh, avez-vous une autre suggestion? Oh. Oui, remboursez tous les clients. Oui. Remboursons sur les réserves. Sur votre compte. Vous déraisonnez. Je peux donner l'ordre tout de suite, monsieur? Que voulez-vous de moi? Un peu de votre temps pour lequel vous serez payé. Je suis votre serviteur, monsieur. Votre nom est Cadrousse. Oui, c'est mon vrai nom. Qui vous l'a dit? Vous avez passé 7 ans de votre vie aux galères de Sa Majesté avec une tentative d'évasion. Oui. Et si ça n'avait pas été pour... Votre compagnon d'évasion, il vous a abandonné. Faustino. Ma vie tourne autour d'un seul objectif, monsieur. Trouver cet homme et le tuer. La vengeance est une bonne cause pour vivre ou pour mourir. Monsieur, j'ai une autre affaire urgente qui ne me prendra qu'un moment. Voulez-vous avoir la bonté d'attendre dehors? Je suis votre obligé, monsieur. Monsieur? Monsieur? Faustino! Faustino! Dieu est parfois juste. Par quel mystère de l'enfer es-tu réapparu à la vie? Je viens tout droit du cul-de-sac où tu voulais me laisser crever, espèce de chien.
Il m'a attaqué. Vous êtes témoin. Que pouvais-je faire d'autre? Emmenez-le à la police. Vous savez qui c'est? Qui êtes-vous, Monte Cristo? Qui êtes-vous? Emmenez-le. Eda. Ce jeune garçon n'est pas de la maison de Cavalcanti. Il s'appelle Benedetto. Je veux dire, c'est son nom le plus récent. C'est un criminel évadé notoire. Et il voulait épouser ma fille. Il ne l'aime pas, il faut croire. C'est un galérien en rupture de ban. Parmi 100 000 autres qualités. Dupé. Il a dupé tout le monde, sergent. Y compris l'infaillible Monte Cristo. Un Cavalcanti, ah oui. Ce blanc-bec, cette espèce de canaille. Il a insulté ma propre personne, ce qui ne peut que m'obliger, dans cette affaire, à requérir moi-même. En fait, c'est mon devoir moral, sergent. C'est pour les derniers sacrements? J'ai pas encore été jugé. Prêtre, allez-vous-en. Andrea dit Cavalcanti. Allez-vous-en. Faustino. Vous? Mon bienveillant protecteur, me protégerez-vous aussi sur la guillotine? Il ne vous arrivera rien si vous faites ce que je dis. Mémorisez entièrement la première page. Familiarisez-vous avec tous les autres documents. Je serai dans la salle d'audience. Gardez les yeux sur moi. Cet homme qui est là, Andrea, Benedetto, Faustino, a donc décidé de prendre un nom différent pour chaque méfait qu'il ajoute à sa liste. Ça n'est pas un simple coquin ou une canaille de bas étage. C'est un serpent, de par sa subtilité. Un géant de l'hypocrisie. Mais aujourd'hui, ce meurtrier a été pris en flagrant délit, l'arme à la main encore chaude, en train de contempler le cadavre de sa victime. Aussi ne pouvez-vous rendre qu'un seul verdict afin de vous débarrasser de cette misérable créature. La mort. Silence ou je fais évacuer la salle. Silence! Silence! Accusé, levez-vous. Accusé, vos noms et prénoms. Monsieur le Président, je donnerai mon nom à la fin de ma déclaration. Notez que le prisonnier refuse de répondre. Poursuivons la procédure. Votre âge? J'ai 21 ans, je suis venu au monde au cours de la nuit du 27 septembre 1817. Où êtes-vous né? À Auteuil, à côté de Paris. Votre métier? Oh, je suis un professionnel à ma façon, un faux-monnayeur, un voleur, un assassin à l'occasion. Avez-vous une question, monsieur de Villefort? Il a été répondu à toutes les questions à l'exception d'une seule. Prisonnier, maintenant, consentiriez-vous à dire votre nom? Votre vrai nom? Ça, je l'ignore. Mais je connais le nom de mon père. Alors dites-nous le nom de votre père. Mon père est à l'heure actuelle le procureur du roi. Qu'est-ce que vous dites? Il s'appelle de Villefort. Silence! Silence! Silence dans la salle! Silence! Silence! Au cours de l'année 1817, M. de Villefort a loué une maison au 28 rue de la Fontaine dans le village d'Auteuil. Son but? Y tenir cachée aux yeux de la bonne société une jeune femme. Après une année de résidence secrète à Auteuil, la jeune femme, au désespoir de Villefort, a donné naissance à un fils. Et quelques heures après la naissance, la mère décédait. Et cette nuit-là, M. de Villefort prit l'enfant, l'enveloppa dans un linge et se mit à l'enterrer vivant dans le jardin de la maison. L'enterrement, Monsieur le Président, fut observé d'une des fenêtres du premier étage de la maison par un serviteur. Ce fut cet homme qui déterra le nouveau-né. S'apercevant que l'enfant était vivant, il l'emmena immédiatement à l'hospice des enfants trouvés. À l'âge de 13 ans, je me suis évadé de l'hospice et je me suis lancé dans cette carrière tout en distinction qui m'a finalement amené au tribunal à comparaître devant vous, Monsieur le Président.
Voici le bail de la maison d'Auteuil signé par Monsieur de Villefort. Le certificat de décès de Mademoiselle Émilie Goncourt signé par Hippolyte Fleury d'Auteuil. Un certificat du même praticien attestant que Monsieur de Villefort était le père de l'enfant. Déposition, testament, déclaration faite sur l'honneur, etc., etc. D'après ce que je viens de voir, il serait peut-être souhaitable, monsieur, que vous envisagiez de... Non. Mais qui est-il, monsieur? Non, non. Non, 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 non! Écoutez cela, Girard. C'est sans fondement aucun que le journal du Globe a annoncé hier la révolte en Espagne. Un signal télégraphique très certainement mal interprété en raison du brouillard pourrait être la cause de l'erreur. Aucune invasion. Aucune guerre civile. L'Espagne est en paix. Donc là, vous avez vu les nouvelles, vous savez ce qui arrive. Est-ce pour cela que vous avez remboursé les pertes avec une telle générosité, de façon à pouvoir acheter nos Mais rentes? enfin, messieurs, j'ai vendu mes bons aussi, vraiment, je vous le jure. Vous mentez! Je ne vous crois pas, Danglars! Danglars, savez-vous combien vous m'avez coûté? Vous avez lu le journal, je présume? Enfin, messieurs, vous n'avez rien perdu, Mais je perds quand je ne gagne pas! Je veux savoir ce que tout cela signifie. Je rembourse jusqu'au dernier sou, messieurs. J'aimerais bien comprendre! Je vais porter l'affaire devant la Chambre. Devant le Conseil des gouverneurs! Avouez, Danglars, avouez que vous êtes une fripouille! Je vous préviens, Danglars, je vous traînerai en justice. Après moi, car je le traîne aussi en justice! Non, après moi, pour motif de fausse représentation et de détournement de fonds. Et d'escroquerie en plus. Je commence par retirer mon compte de cette banque. Oui, moi aussi, et avant la débat. La débat. Si on ne peut pas faire confiance au plus gros banquier de Paris, où allons-nous? Non, je n'en presse pas. Non, moi je vais vous dire, c'est un scandale. Quelle plaisante surprise, Albert. Je ne suis pas là pour échanger d'hypocrites formules de politesse, mais pour avoir une explication. Pourquoi, mon cher enfant? Tout Paris parle de l'affaire qui est dans le journal de ce matin. Celle qui jette un terrible discrédit sur mon père, sur son intégrité, sur ses exploits militaires et sur son honneur. Oui. Et c'est dans le journal du Globe, le journal que vous avez récemment acheté. Vous vous trouvez chez moi, Albert. Il n'y a que moi qui puisse élever la voix ici. Vous êtes responsable de ce scandale. Oseriez-vous le nier? Non. Je considère que le gant est jeté, Albert. Demain matin, monsieur. Au Champ de Mars, à l'aube. Au Champ de Mars.
n'allez pas tuer mon fils. C'est lui qui m'a défié, madame. Qu'attendre d'autre d'un fils rempli de fierté? Le général est son père. J'ai eu un père autrefois. Alors vous savez ce qu'un enfant éprouve et ce que coûte à ses yeux la renommée du général, n'est-ce pas? Quel général? J'ai pour ma part affaire à un lieutenant que j'ai bien connu. Mais enfin, que voulez-vous donc? La vengeance, madame. Pourquoi? Parce qu'il a épousé la femme que vous aimiez. Il ne mérite pas votre vengeance. Moi seule la mérite. J'étais faible et je n'ai pas pu supporter une longue solitude. J'ai épousé Montego parce qu'on m'a dit que vous étiez mort au château d'If peu après avoir été arrêté. Mais pourquoi suis-je allé au château d'If? Pourquoi ai-je été arrêté? Oh ça, je l'ignore. J'imagine que vous reconnaissez l'écriture? Comment avez-vous eu cela? En soudoyant un fonctionnaire. C'est tellement incroyable. Pendant 14 ans, à cause de cette lettre, j'ai vécu dans un donjon du château d'If. Tout à côté de vous. Sans savoir que vous étiez marié. Ni que mon père était mort. De faim. De faim. Oh, je n'en ai rien su. Nous avions déménagé. Que je pardonne à un homme qui m'a volé mon amour par déception amoureuse. Parfait, si vous me le demandez. Je le pardonne, madame. Demandez-moi aussi de lui pardonner de m'avoir volé 14 ans de ma vie. D'accord, je pardonne. Mais lui pardonner d'avoir détruit mon père. Jamais, madame. Jamais. Dans mes rêves, je vous ai vu mort. Jeté comme un malheureux au fond d'un puits où les geôliers jettent leurs prisonniers. Et je me réveillais de ce rêve incessant, frémissant et glacé des sanglots dans la gorge. Avez-vous jamais rêvé de votre père miséreux? Avez-vous jamais rêvé d'une femme donnant sa main à un rival alors que vous périssez au fond de ce puits? Pire encore. J'ai vu l'homme que j'aimais sur le point de vouloir tuer mon fils. Oh, Edmond, je t'en prie. Dis-moi quel bien cela m'a-t-il fait de porter ton deuil éternel dans les recoins secrets de mon cœur. Lorsque je t'ai cru mort, j'aurais dû mourir aussi. Mais moi, pauvre folle, j'ai voulu vivre et pendant 20 longues années, j'ai comparé tous les hommes à toi dans l'espoir de te retrouver toi. Ton absence a été pour moi jour après jour, année après année, un effroyable tourment. Les années ont passé et ma seule et unique consolation a été mon fils. Mon fils qui est innocent et qui aurait pu être le nôtre. Le nôtre, Edmond. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Elle vous a dit? Oui, tout. Veuillez accepter mes excuses, monsieur. Vous aviez tous les droits d'exposer mon père. Encore la Providence. C'est moi, l'émissaire de Dieu. Il m'a épargné pour accomplir sa volonté. Général Montego, ce comité spécial de la Chambre des députés est bien évidemment au courant de votre illustre passé. Nous saluons avec le plus profond respect les décorations que vous portez en témoignage de votre extraordinaire carrière militaire. Ce comité a donc été pour le moins perturbé de lire les révélations faites dans le quotidien qui s'appelle le Journal du Globe. Après avoir menacé hier de faire des révélations, le Journal du Globe continue aujourd'hui par une longue liste d'accusations précises. Il est écrit ici qu'au cours de la guerre en Grèce, lorsque vous étiez émissaire à la cour d'Ali Pacha, que vous l'avez trahi en faveur des Turcs. Il est écrit ici que... Monsieur le Président, puis-je commencer dès maintenant ma défense personnelle? Faites, monsieur. Document
Une lettre signée par Ali Pacha lui-même manifestant envers ma personne de la plus extrême déconfiance. Sa foi en moi était si totale que sur son lit de mort, il déshérita sa femme et sa fille à mon avantage. Sa femme et sa fille. Qu'est-il arrivé à sa femme et à sa fille? Je les ai cherchées, Monsieur le Président. Au milieu de la bataille, ma vie se trouvait sans cesse en danger, mais je les ai cherchées, jusqu'à ce que je les trouve. Elles avaient été massacrées par l'ennemi. Oh, pouvez-vous produire des témoignages sur la véracité de vos affirmations? Monsieur le Président, si une preuve signée de la main d'Ali Pacha ne suffit pas, j'offre ma parole d'honneur d'officier français. Mon dernier argument, et qui n'est pas le moindre, ceci. Vous me demandiez des preuves de ce que j'affirme. Alors je demande que l'on avance des preuves contre moi. Quelles preuves y a-t-il? Un vague article dans une feuille de chou ordurière. Qui est allé faire état à ce journal de toutes ces balivernes? Où se cache-t-il? Qu'il ose au moins se montrer et qu'il jette son gant à mon visage. Monsieur le comte, votre défense a toute validité. Vos points de vue ont été entendus. Vous pourrez en contrepartie prendre connaissance du contenu de cette note que je viens de recevoir. Je ne fais que citer. Je me trouvais présent lors de la mort d'Ali Pacha. Je sais ce qu'il est advenu de sa femme et de sa fille. Je réclame l'honneur de pouvoir être entendu. Qui a écrit ces mots? Le billet n'est pas signé, monsieur, mais le témoin peut être appelé à la barre si vous approuvez. Uniquement si vous approuvez. Qu'il vienne témoigner. Que le témoin comparaisse. Voulez-vous donner votre identité, je vous prie? Je suis la fille d'Ali Pacha. Devant vous sont réunis le registre de ma naissance et de mon baptême. Il y a aussi dans ce paquet la notification de la vente de ma personne et celle de ma mère. De la vente, dites-vous? Un officier français nous a vendus comme esclaves pour la somme de 40 000 francs. Le nom de cet officier? Fernand Mondego. Il avait la confiance de mon noble père. Il vous a aimé comme un fils. Il s'est fié à vous pour garder saine et sauve sa femme et sa fille. Mais vous êtes un menteur, un traître et un assassin. Assassin! C'est votre épée qui a tué mon père. Monsieur le général, voulez-vous répondre? Mensonge! Mensonge! Auriez-vous plus confiance dans la parole d'une infidèle que vous n'en auriez dans la parole d'un général de l'armée du roi de France? Cette femme est un imposteur. Qui est un imposteur? Cette femme est la fille d'Ali Pacha. Ces documents le prouveront. Ils se vérifieront d'eux-mêmes très bientôt. Et lorsqu'ils seront vérifiés, général Mondego, comte de Mondego, héros de Yanina. Mais quelle est votre relation avec cette femme? Demandez-moi quelle est ma relation avec un nommé Edmond Dantès. Edmond. Oui, je commence à comprendre. Notre jeune marin est donc revenu de l'île de la mort. Il se consacre à sa vengeance et l'accomplit. Je commence à comprendre. Cadros liquidé, Danglars liquidé, Villefort enfermé dans un asile de fous. Est-ce mon tour, Edmond? Ouais, ça l'est. Vous vous y êtes très bien pris. Cette façon de nous désarmer l'un après l'autre et de frapper sans quartier. Vous ruinez un homme avec une exquise finesse. Mais avant d'achever le dernier chien galu, je vous mets en garde. Il aboie. Mordez! En me ruinant, vous m'avez donné droit à la vengeance. Je réclame le droit de renvoyer le mort à sa propre mort. Pouvez-vous vous défendre, Edmond?
Ou frappez-vous uniquement dans l'obscurité? Messieurs, je vous en prie, calmez-vous, messieurs. Arrêtez, messieurs, je vous en conjure. Ne faites pas votre prière. Vous n'échapperez pas à la prison en mourant. Vous subirez votre châtiment dans ce monde avant d'aller en enfer. Général Mondego, vous êtes en état d'arrestation. 4. Mercedes! 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 Pourquoi la maison est-elle vide? Où est la comtesse Mondego? Elle est partie à Marseille. Quand? Hier. Mercedes! Partez-vous. En Afrique, retrouvez mon fils pour être auprès de lui. Il s'est engagé dans l'armée. Albert, soldat. Il veut expier pour ce que son père a fait à autrui. Laissez-moi vous escorter dans ce voyage. Je peux vous aider tous les deux. Mon fils ne permettrait jamais cela. Vous avez dit... il aurait pu être notre fils. Il aurait pu, oui. Mais il a un père et il porte le nom de son père. Nom que vous avez souillé et traîné dans le ruisseau. C'est des simples justices, madame. Cette démarche ne m'a pas donné de joie. Mais maintenant que ma tâche est accomplie, je n'ai rien en ce bas monde. Ni aucun désir dans la vie, à part faire amende honorable auprès des innocents. Les anges vengeurs ne peuvent pas demander pardon à leurs victimes. Je ne suis plus aujourd'hui l'instrument de Dieu. Je peux sans remords reprendre goût à la vie. J'aimerais tant retrouver quelque chose de perdu dans mon cœur, dans mon âme, pour Edmond Dantès. Vous ne le retrouverez jamais. Il est mort il y a bien longtemps au château d'If. Et la moitié de moi-même est morte avec lui. Je me réjouis que le comte de Monte Cristo soit de retour dans le monde des hommes. Et je lui souhaite vraiment, du plus profond de mon cœur, de pouvoir enfin trouver la paix. Mais jamais, jamais il ne retrouvera ce merveilleux amour que deux jeunes amants ont perdu, irrémédiablement perdu il y a tant et tant d'années. Bon voyage, comtesse Mondego. Au revoir.